Chez nous, j'insiste, tout chez nous a été modifié. Notre santé, notre esprit, notre âme, notre longévité, notre nourriture, notre environnement. Ils ont pris la mesure de tout. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue, le livre est une arme. La troisième partie du livre d'Eustace Mullins, Meurtre par injection. Un livre phare, un livre faste, qui a demandé, vous le voyez, pour pouvoir en ressortir le jus pressé, l'équivalent de 3 imposantes chroniques. Alors pourquoi ce long retard, me demanderez-vous? La raison principale est due au livre lui-même. Les 100 dernières pages sont un véritable calvaire. L'impression de revivre le cauchemar du livre de Peter Gutsch, la chronique 15. Ce sont des lectures que je ne supporte pas, honnêtement, fastidieuses, des lectures qui enchaînent les faits, sans idée, sans réflexion. Un peu comme si on lisait un bottin téléphonique. Personnellement, je ressens beaucoup de mal face à ce type de lecture. Mais, restez là. Cela n'en reste pas moins très instructif. Écouter ces chroniques vous permettra justement de gagner du temps. Je fais le sale travail pour vous, un peu comme un éboueur. Nous reparlerons ici porte tournante, multinationale, Big Pharma, CIA, histoire du XXe siècle. Vous allez voir, c'est d'une richesse incommensurable. Et tout ça se terminera par une liaison avec ce que nous vivons et le Cohen 19. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà. Alors vous connaissez tous, vous avez tous en tête la litanie des diverses appellations prises par le diable, Pfizer, Merck, GSK, Lilly. Mais ce que l'on ne vous dit pas en revanche, c'est que ce petit monde, tout ce conglomérat du médicament, dépend des groupes Rothschild, Rockefeller et en lien avec E.J. Farben durant le XXe siècle, nous le verrons en fin de vidéo. Parlons maintenant de ces multinationales. Alors voilà, c'est ce chapitre-là qui est le plus fastidieux et le plus embêtant. C'est un enchaînement de faits et tenez, ayez bien en tête que tout ce que je vais vous dire a été choisi subjectivement. Donc dans le livre, il y a beaucoup plus d'informations que celles que je donne. Et j'ai choisi celles qui me paraissaient à moi les plus pertinentes. Ayez bien ça en tête. Donc forcément, la vidéo peut être un peu penchée. Mais ça reste dans la même... dans la même sphère, vous le comprenez bien. Retraçons l'histoire de toutes ces multinationales du médicament, leur origine, une à une. Rappelons que l'essai date de la fin des années 80, en 1987. La première multinationale à cette époque, puisque l'auteur en a fait une liste en prenant la plus puissante jusqu'à... Il parle des 20 ou 30 premières. La première multinationale demeurait Merck. Alors, qui était ce Merck, justement? Alors, Merck, c'était un apothicaire de la ville de Darmstadt, en Allemagne, en 1668. Parmi les personnages influents chez Merck, citons Oscar Ewing, le monsieur Fluoration, si vous vous en souvenez, qui en était le secrétaire général. Évoquons aussi John Connor, directeur de Merck, qui fut aussi par la suite directeur de la banque Rockefeller. Vous allez le voir, c'est toujours le cas. Ayez bien conscience de ça. On a toujours, il y aura beaucoup de répétitions. Même topo pour Monsieur McKinley, directeur chez Merck à une certaine époque, mais aussi chez Texaco et chez la banque Hanovre, qui est une filiale de Rothschild. Et devinez quoi? McKinley était aussi directeur de l'Institut Sloan Kettering. Vous vous souvenez, on en a parlé lors du 34A, cet institut de lutte contre le cancer estampillé Rockefeller. Donc tous, un à un, sont liés avec les banques, les journaux, le pétrole, la CIA et les entreprises de défense. Là, avec cette seule phrase-là, j'ai fait tout le tour. Mais bon, continuons les précisions. John Horan, président de Merck dans les années 80, associé à J.P. Morgan, avait même son rond de serviette aux réunions Bilderberg. Chez GSK, maintenant, passons au deuxième. Alors là, c'est la haute noblesse britannique, la famille royale et les Rothschild. Par exemple, on a Alistair Fram, l'un des directeurs de GSK qui était aussi président de Rio Tinto Zinc, une société à la base de la fortune des Rothschild. Un autre directeur de Glaxo c'est GSK, était Lord Fraser of Kilmarnock,
vice-président du Parti conservateur anglais au pouvoir de 1946 à 1975. Ou encore un directeur nommé Reisman, président aussi de Shell, vous connaissez le pétrole, et autres, qui est une autre société Rothschild. Ayez bien ça en tête, encore une fois. Autre fait qui devrait grandement vous intéresser, c'est la nomination au poste, là aussi de directeur de GSK, d'un sociologue, un certain Dahrendorf, D-A-H-R-E-N pour le début, le suite. Intéressant et parlant, ce Dahrendorf, puisqu'il développa le concept de l'homme nouveau, ou alors il appelait ça aussi l'homo sociologicus, c'est-à-dire un homme transformé par le socialisme, tendance sociétale, d'accord, le trotskisme en fait, on appellerait ça en France. Dépouillé de sa race, de son sexe et de son âge, ce Dahrendorf peste s'insurge contre le concept de supériorité qu'il ne supporte pas véritablement, lui, le directeur de GSK, lui, le membre éminent des Bilderberg en 1985. Troisième diablotin, si je puis dire, les laboratoires La Roche. Ils sont les vendeurs du Valium, qui a donné le scandale Verst. C'est contrôlé par la famille suisse Hoffmann. La Roche, c'était le nom de sa femme. Ouais, ça fait penser un peu au J, hein, si vous regardez bien. C'est un peu la même technique que les J. Ouais, j'en ai donné un grand exemple lors de la vidéo sur Zemmour, dans la troisième partie. La multinationale a suscité des critiques en 1988 en raison de son médicament contre l'acné, Accutare, qui provoqua environ 1000 avortements spontanés, plus 7000 autres avortements, plus tardifs, plus d'autres effets secondaires très nocifs. En réalité, La Roche n'avait pas réalisé d'études délibérément sur les femmes enceintes. Donc ils avaient fait exprès de ne pas tester sur les femmes enceintes. SmithKline est la 4e multinationale la plus puissante à la fin des années 80. Elle appartient à la banque Mellon. Parmi les directeurs, on trouve Francis Lucier, président de Black & Decker, et Mac Henry, un ancien président des États-Unis qui sera ensuite conseiller au CFR. La crapule fut aussi président directeur de Coca-Cola. Et nous remarquons aussi un certain Pfeiffer qui était président d'IBM au sein de cette multinationale. Passons tout de suite au numéro 6. Ouais, j'en ai sauté un ou deux parce que c'est trop. J'ai tellement effacé, ça devient fou après. Nous avions parlé d'un de ses directeurs une fois chez Pfizer, c'est Pratt, qui était aussi contrôleur à IBM, directeur de la banque Chase Manhattan, qui appartient à Rockefeller, et aussi de General Motors, GM, aussi de l'International Paper, et aussi du Business Council. Pardon, il y en a tellement. Là, c'est même plus cumulé. Hein. Un autre, un homme qui s'appelle Conable, directeur de Pfizer, puis président de la Banque mondiale. La Banque mondiale. On a aussi Kaufman, qui fut par ailleurs président d'Exxon, puis d'Esso en Europe. Parmi les administrateurs, un certain Ken Berry, par ailleurs président de l'Université de l'Illinois et directeur de Mobil, toujours le pétrole, hein, avec Alan Greenspan, président de la Fed. Vous vous souvenez, 2001. On a aussi ce qu'il avait fait en 2001 lorsque l'invasion en Irak. On a aussi des administrateurs, des biologistes et des professeurs à l'université Rockefeller qui font partie de tout le parterre, si je puis dire, de Pfizer. Diablotin numéro 8, l'American Home Products, qui appartient à la banque Rothschild. Son PDG, c'est Culligan, qui est chevalier de Malte. Directeur de la banque Mellon, lui aussi l'a été, et de l'université Mellon. Le président de l'American Home, John Stafford, a été aussi directeur de la banque Rothschild. Rien que ça. La société Lilly ensuite, son président Richard Wood est directeur de la Standard Oil, du Dow Jones, entre autres. Lilly, encore une fois, c'est Rockefeller. Un de ses directeurs, William Verity, qui faisait partie d'un groupe secret nommé USTEC. USTEC, c'est un acronyme, c'est un groupe secret de riches hommes d'affaires américains qui rencontraient leurs homologues soviétiques. Il a été fondé en 1973 grâce au travail de Kendall, le président de Pepsi, qui avait décroché un contrat en URSS. Je ne sais pas si vous y retrouvez dans tout ça. Au sein de l'USTEC,
On retrouve le président d'American Express ou encore Edgar Bronfman, le président du Congrès sioniste mondial. Il faut savoir que Rockefeller avait ouvert une succursale de la banque Chase à Moscou. Selon Mullins, le but véritable de l'Ustex était de sauver l'économie soviétique et ses dirigeants en maintenant le système communiste. L'entreprise du médicament Skib, maintenant, c'est encore et toujours Rockefeller. Tous les dirigeants et tous les directeurs sont passés par là. Chez Johnson & Johnson, le directeur Baker est aussi consultant à la NSA, ainsi qu'auprès du ministre de la Défense, administrateur de l'université Rockefeller, de General Motors et de la Fondation pour la recherche contre le cancer. On y trouve aussi le directeur de chez Texaco. On découvre aussi une publiciste de chez NBC qui s'appelle John Gans Cooney, par ailleurs directrice de la banque Chase. Elle a développé un programme très lucratif et qui a eu beaucoup de succès pour les enfants, leur apprentissage ou je ne sais quoi. Concernant les laboratoires suisses Sandoz, maintenant nous évoquons ici les créateurs du fameux LSD par Albert Hofmann. Sandoz, c'est aussi les semences hybrides. Pour la multinationale Big Pharma Bristol Myers, son directeur Richard Gelb est président du centre de cancer Sloan Kettering, dont nous avons beaucoup parlé en 34A, mais aussi directeur de la Fête de New York, du New York Times, du CFR et de la Round Table. Et je ne vous dis pas tout, je ne vous dis pas tout, c'est ça le pire. Enfin, du côté de la multinationale Syntex, un de ses directeurs travaillait pour la mafia juive dont nous avons parlé en conclusion de la 34B, avec Meyer Lansky via la société d'investissement Allen et compagnie. Syntex peut se targuer aussi d'avoir comme palmarès le fait de se débarrasser de ses stocks de médicaments périmés dans les pays pauvres. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous retranscrire quelque chose dans ce premier chapitre. Le deuxième chapitre, ce sont toutes les entreprises qui tournent autour du médicament. Commençons par exemple avec les fondations liées aux médicaments. Certaines fondations comme Tinkler ou Jacob Kaplan financent la CIA pour ses opérations non avouées, les opérations occultes. Le secrétaire de Tinkler, monsieur Raymond Brittenham, était avocat de ITT. ITT a été très présent durant le régime nazi et c'est une entreprise qui a beaucoup occupé les camps de travail comme IBM et d'autres. Ça, ce sont les entreprises qui appartenaient au grand-père Bush. J'oublie son prénom. Très présent en Allemagne donc, et grâce au banquier d'Hitler, von Schröder. Alors, quant au directeur, lui, il s'appelle David Apshire. Confident de la Maison Blanche et aussi ambassadeur des États-Unis à l'OTAN. On a les entreprises chimiques. Par exemple, le président de la multinationale du médicament Sterling fut également président de Monsanto, Richard Mahoney. Ici, on va parler un petit peu de ce que l'on appelle les portes tournantes. Richard Mahoney. Un autre président de Monsanto, Earl Harbinson, travailla à la CIA de 1949 à 1967. Un autre directeur, quant à lui, William Ruckelshaus, fut directeur du FBI. Un autre, Stansfield Turner, directeur de la CIA de 77 à 81 et commandant en chef de l'OTAN. Monsanto et les renseignements gouvernementaux, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, ce qui permet à Monsanto d'expédier dans les pays pauvres soumis aux États-Unis les produits chimiques devenus interdits sur le sol américain comme le DDT, par exemple. DDT. DDT, pardon. Comprenez bien qu'il en va de même pour Dupont. ICT, dont le patron Peter Mond, sans eux, finance Greenpeace. Stauffer Chemical, dont le directeur Ward est aussi directeur de la banque Chase. Nous pouvons aussi ajouter le président de Unilever, que vous connaissez tous. Vous connaissez tous cette entreprise très présente dans le Dove, par exemple, des choses comme ça. Est aussi responsable d'un organisme ultra secret intitulé Deichlet, un organisme chargé de transmettre les instructions entre les gouvernements des États-Unis et de l'Angleterre. Toutes ces sociétés pharmaceutiques forment une coterie extrêmement puissante, l'association des manufacturiers pharmaceutiques. Voilà son nom. Son chef, Lloyd Cutler, fut président du CFR et connu comme étant un anticonstitutionnel farouche. Évoquons maintenant les dégâts causés par les médicaments, un peu dans la même veine que notre HS2, si vous vous en souvenez. Nous allons répertorier ici divers scandales touchant à l'utilisation de médicaments nocifs, destructeurs, tueurs parfois.
L'horreur, le thalidomide de la société Merrell, c'est celle qui produit le Vicks, un tranquillisateur qui provoqua la naissance d'enfants sans bras, ni jambes, certains même avec des nageoires, comme l'a montré un reportage de l'émission 60 minutes de CBS, sans citer les responsables, bien évidemment, connaissez la ritournelle. L'entreprise Merrell a aussi été condamnée en 1964 en raison de la chloromycétine Park Davis. Une société nommée Velsicol a commercialisé Phosvel, Phosvel, un pesticide qui n'avait jamais été approuvé et qui fut exporté dans 30 pays. Des dizaines d'agriculteurs intoxiqués en Égypte, par exemple. À l'époque de l'écriture du livre de Mullins, de gros doutes sont déjà émis concernant l'aspartame et l'AZT, un médicament qui prolonge la vie des sidéens. De toute façon, de nombreuses condamnations sont tombées à l'époque de Mullins. La multinationale Smith pour le Dexedrine, Lilly pour l'Orarflex, Pfizer pour le Felden, Wyeth pour l'Orudis. Et nous voilà maintenant arrivés sur le Ritalin, le médicament servant à contrôler les élèves hyperactifs. Alors on invente des élèves hyperactifs, ensuite c'est toujours la même chose. Alors on a inventé un nouveau terme, le déficit d'attention, et on leur enfonce 20 grammes de Ritalin dans la gorge. Et grâce au concours des établissements scolaires et des profs qui le demandent, un élève un petit peu turbulent, hop, il faut qu'ils prennent les médicaments, le Ritalin se veut obligatoire, sinon l'élève sain et normal est renvoyé. Donc déjà dans les années 80. Et il y a donc ce phénomène de ce que l'on appelle les portes tournantes, les condamnations. Parlons-en justement. Comment voulez-vous que la FDA fasse son travail protecteur quand, par exemple, Pisani, qui quitte la FDA, devient directeur de l'association des manufacturiers de médicaments? Ou bien un autre qui devient cadre chez La Roche, Charles Edwards, qui devient aussi par la suite commissaire de la FDA. Ou encore le docteur Howard Cohn, qui aura un poste chez Ciba Gergi. Nous avions évoqué cela dans notre vidéo 15. La liste est non exhaustive, franchement, il y a tellement de notes. Voilà, aux États-Unis, ils appellent cela donc les portes tournantes. À partir de là, comment empêcher la propagation des pesticides dévastateurs comme le Lindane, produit par Rockefeller et vendu par Shell, ou le Vapona, là aussi par Shell? Ou encore comme le Paration de Monsanto, utilisé au Pakistan et qui tua au bas mot 2500 personnes. Au bas mot, vous doutez bien. Encore, parlons des dégâts de l'Adactone et du Flagyl qui provoquaient le cancer chez les animaux, mais dont on avait détruit les dossiers comportant les preuves. Passons maintenant à la CIA et les liens qu'elle a pu tisser avec les multinationales du médicament. Les médicaments les plus dangereux sont les plus rentables. Vous osez vous battre contre eux et vous pouvez dire adieu à tout ce que vous avez de plus cher. Pour Monsieur Kefauver, pour lui, ce qu'il avait de plus cher, c'était sa carrière. C'est un exemple éloquent donc, parce que cet homme politique à qui la Maison Blanche était promise, eh bien, ce sénateur a programmé des audiences complètes devant le Sénat sur les abus du monopole médical, escroquerie contre les personnes âgées, médicaments dangereux. Ces audiences révélèrent que Schering pouvait se targuer de marge de 1118% grâce à son médicament, la prédisone. D'autres fabricants réalisaient des marges entre 10 000 et 20 000%. Le gouvernement se mit donc à faciliter, à recommander les médicaments génériques. Cependant, ce sera la fin de Kefauver. Victime de calomnie, il sera fini. Les fonds pour sa campagne présidentielle ont bizarrement disparu. Il mourra quelques années plus tard ravagé, brisé. Croyez bien que les politiciens ont saisi le message. Il a servi d'exemple. Comme vous le savez déjà, le bras droit de la CIA, c'est Big Pharma. L'excuse utilisée consiste à dire que le Congrès avare donnait trop peu d'argent à la CIA qui le trouva ailleurs. En 1987, Bo Gritz déclara que 900 tonnes d'héroïne et d'opium allaient faire leur entrée en Occident, venus du Triangle d'Or. Le tout, dit-il, organisé par la CIA. La fondation Rockefeller, qui est Big Pharma, ayez bien ça en tête, influencera toute l'histoire du XXe siècle. Un résumé? Thèse, communisme, antithèse, libéralisme, synthèse, Rockefeller et Israël.
Voilà, nous en reparlerons. Elliot Abrams, qui était le gendre du propagandiste israélien Pod Oretz, fut l'homme nommé par Reagan pour prendre la direction de l'opération Contra au Nicaragua, dont la lutte anticommuniste servait de cache-misère au blanchiment de l'argent sale de la drogue. Un contre-feu, quoi. Cette cryptocratie fonctionne comme une société secrète avec une pensée élitiste et ses serments de silence. Et c'est sans aucune morale avec la promotion du MK Ultra ou du MK Delta qu'ils testèrent 139 drogues sur des personnes capturées, isolées ou même sans méfiance. Le LSD, c'est aussi cela qui est très important chez la CIA. Ça a vraiment financé et permis le financement de guerre pour la CIA. Enfin, plutôt pour l'OSS à l'époque, lorsqu'elle mit la main sur cette création, entre guillemets, de la famille Warburg. Une drogue qui ne fut testée que sur les singes. Que sur les singes. Peut-être les singes verts que nous cherchions la dernière fois. Alan Dulles était en poste en Suisse à ce moment-là. Tiens. Drogue, Suisse, secret bancaire. Dulles devint plus tard directeur de la banque Schroeder, là où se trouvait, devinez, le compte bancaire d'Hitler. Et oui, souvenez-vous, les frères Dulles avaient garanti les fonds à Hitler pour qu'il réalise ses rêves, ses plus grands rêves, ses objectifs. Dulles commanda même 10 kilos de LSD, ce qui correspondait à 100 millions de doses. Tous les documents de ces expériences avec toutes ces drogues utilisés ont été détruits en 1973. 152 dossiers au total. D'ailleurs, comme ceux du MK Ultra. Des employés de la CIA se sont suicidés après avoir absorbé certaines de ces drogues. Les familles furent dédommagées financièrement. Ce qui prouve la chose. Alors vous savez pertinemment que JFK fut assassiné pour de cryptiques raisons. Personnellement, je pense pour la théorie Guyeno, mais on s'en fout. Stas Mullins en brandit une autre. Dorothy Kilgallen réussit à entrer en contact avec Jack Ruby. C'était une journaliste. Selon ses dires, elle possédait tout pour dynamiter l'affaire. Ça, c'était avant qu'elle soit retrouvée morte par overdose. Toutes les notes avaient disparu. Et écoutez bien le cynisme, Big Pharma en profita, parce que cette affaire a fait grand bruit aux États-Unis à l'époque. Elle était extrêmement médiatisée. Alors Big Pharma en a profité pour médiatiser davantage l'affaire en créant une campagne du style « Ne mélangez surtout pas alcool et barbiturique ». Pour faire comprendre qu'elle s'était suicidée. Toujours le cocktail. Peu de temps après, Ruby sent qu'il commence à dire qu'il sent qu'on essaye de l'empoisonner. Et il s'en plaint, il en parle. D'ailleurs, on lui a diagnostiqué un cancer à l'époque, mais finalement, il mourra d'une attaque. Le MK Ultra commence par le financement d'un médecin fou qui se nomme Sidney Gottlieb. Ce dernier est chapeauté par un certain Cameron, qui reçut une subvention de 10 millions de dollars via la CIA, intermédiaire de la fondation Rockefeller. Tout ça pour créer 2 hôpitaux psychiatriques. C'est dans ces 2 hôpitaux psychiatriques qu'ils vont faire leur recherche, quoi. L'Institut Allen Memorial et l'hôpital de l'université McGill à Montréal. Le premier, j'ai oublié où se trouvait, je crois que c'est à Washington, et le deuxième, c'est donc à Montréal. C'est ainsi que débuta le projet MK Ultra. Cameron convainquit la CIA grâce à ses techniques terrifiantes comme le depatterning. Ce sont des grosses doses de drogue auxquelles on ajoute des chocs électriques. Ou alors, une autre technique, c'est l'ECT. Ça, c'est des chocs électriques puissants tous les jours. Le but étant de purger le patient, le réinitialiser, si vous voulez, un great reset intérieur, quoi. En lui envoyant des messages en permanence grâce à un casque. Un lien vous est fourni en dessous, si vous voulez tous les détails. Le but étant de purger le patient, je vous l'ai dit. Plus tard, Cameron deviendra président de l'Association canadienne de psychiatrie. Ouais, ça ne s'invente pas. 9 Canadiens avaient d'ailleurs porté l'affaire devant les tribunaux. Bon, nous n'allons pas vous décrire en détail l'origine de ces docteurs ou vous dire d'où viennent ces idées de torture. Mullins en parle plus, on est obligé de couper certaines choses. Rappelons simplement que tout débute au procès de Nuremberg post-Deuxième Guerre mondiale. C'est là que les mensonges sont élaborés. Ils sont façonnés à partir de là. Par exemple, au sujet de Big Pharma, évidemment, c'est là que s'opère un énorme changement. Déjà, le nombre de docteurs acquittés est plus important dans la réalité que dans le narratif historique. 7 sur 20.
Il faut aussi savoir que des quotidiens comme The Times ou même certains livres ont inventé des noms de docteurs comme celui de Katzenelnbogen pour faire gonfler leur nom. Donc ils inventent des docteurs pour dire qu'il y a plus de docteurs qui ont été condamnés au procès de Nuremberg. À Nuremberg, les docteurs furent condamnés pour avoir torturé selon les mêmes techniques pratiquées dans les prisons états-uniennes que l'on vient de vous décrire. Avec encore plus de scélératesse et de sadisme, choisissant des analphabètes et ou des jeunes en bonne santé. Donc aux États-Unis, c'était beaucoup plus violent encore. Un exemple, en 1963, Bobst et Lasker avaient lancé un programme cyniquement appelé « Guerre contre le cancer ». Pour ce faire, les médecins, n'oubliez pas les guillemets, les médecins avaient injecté des cellules cancéreuses vivantes aux prisonniers. Prisonniers cobayes, ainsi que du sang de personnes souffrant de leucémie. Des médecins de l'Oklahoma récoltaient $300,000 par an. $300,000, donc on paye des médecins pour faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Donc $300,000 en 1963, c'est colossal. En 1940 déjà, ces expériences sur humains étaient décrites comme idéales par monsieur Fishbein, un dirigeant de l'AMA. Fishbein, dans sa logique, aurait dû se rendre en Allemagne, défendre les médecins allemands, non? Et pourtant, il n'en fait rien. Là aussi, elles auraient dû être idéales, non? Par contre, envers les médecins allemands nazis, là, c'était le diable. Étonnant. Dans les prisons états-uniennes, on augmente les doses de médicaments pour découvrir les effets nocifs le plus rapidement possible. C'est de la pure pensée commerciale, en fait. C'est calculer les pertes d'argent des futurs procès. Donc, ils droguent à outrance pour savoir combien ils devront payer par la suite et jusqu'à quel moment ils peuvent se permettre de donner une certaine dose de médicaments. Dans la prison de Cacaville, Kacavile, l'Institut Solano administra aux détenus des injections musculaires de Lederley. C'est fait à base de drogues diverses. Les détenus, parce qu'il n'y en avait pas qu'un, les détenus étaient saisis, maltraités, maintenus immobiles, et même par des gens du syndic, même par des gardiens, et même par d'autres prisonniers que l'on corrompait. L'homme qui a révélé tout ça, par la suite, il développa une maladie mortelle et il reçut une maladie mortelle et il n'était pas encore mort lorsqu'il a fait son procès. Il reçut $4 de compensation. Le roi de ces expériences se nommait le docteur Austin Stouth, S-T-O-U-G-H. Il était sous contrat avec les plus grandes industries pharmaceutiques de l'époque. Parlons Rockefeller maintenant. Dans une précédente vidéo, dans une parole improvisée, j'avais affirmé que Rockefeller n'était plus une famille, ni même un groupe, ni même une mafia, ni même un empire, mais bien une idéologie, une manifestation du mal. Eh bien, Eustace Menis ne dit pas autre chose dans sa conclusion. Via le CFR, qui lui est totalement soumis, Rockefeller demeure le gouvernement colonial, le gouvernement d'occupation des États-Unis, qui fait régner la loi, qui impose son pouvoir sur cette fausse idée de liberté à la population, à travers les élections, liberté à l'école, liberté en bourse. Nous en parlerons au-delà du livre. Le mal encore parce que Rockefeller a mainmise sur toutes les organisations caritatives, toutes les structures financières, les banques suisses, les 5 banques de céréales, la Banque d'Angleterre, la Banque de Montréal, la Banque Royale du Canada, American Express, la Kuhn, et j'en oublie d'autres. Ils se sont accaparés le domaine de l'énergie aussi, le pétrole bien sûr. Vous savez, quand vous entendez la très vague expression « le complexe militaro-industriel », c'est drôle ça, même les dissidents, les connaisseurs parlent de ça, eh bien, ayez bien en tête que c'est l'enfant de la Rockefeller Oil Trust, son ancien nom en quelque sorte. Il contrôle la politique qu'il sous-traite à des hommes politiques, sauf les gros dossiers. Vous voulez un exemple? Lorsque pendant la guerre froide, Khrouchtchev désira arrêter les engrais qu'il juge nocifs pour sa population, le chef de la société des fertilisants chimiques himself, David Rockefeller, vint calmer ses ardeurs par un laconique « dehors ». En un coup de vent, en un froncement de sourcils, ils peuvent faire bifurquer la vie de n'importe qui en le plongeant dans l'abîme. Enfin, Rockefeller, c'est toute l'histoire du XXe siècle. Rien ne leur a échappé de près ou de loin. On va le voir avec plusieurs exemples. Exemple 1. Les Rockefeller ont financé Lénine et Trotsky pour renverser le tsar en 1905. Échec.
Mais lorsque le tsar abdiqua, une dizaine d'années plus tard, Trotsky, entretenu à Bayonne, fut financé, envoyé illico presto par les Rockefeller en Russie. Bayonne dans le New Jersey. Exemple 2. Le monopole mondial Rockefeller s'exhibe grâce à la création de E.J. Farben, le cartel ultime, fruit d'une fusion des 6 grandes entreprises chimiques allemandes voulues et financées par les Rockefeller grâce au banquier Max Warburg, le frère de Paul Warburg. Bon, Paul Warburg, il était simplement un simple commerçant qui tenait une épicerie au coin de la rue. Ah non, c'est celui qui a créé la loi sur la réserve fédérale sur l'île Jekyll, pour la réserve fédérale, donc la Fed. Ouais. Étonnant. E.J. Farben, par la suite, fournira des fonds à Hitler. Le phénomène des portes tournantes entre E.J. Farben et les entreprises banques états-uniennes se veut durable. La Standard Oil, par exemple, construisit de nombreuses raffineries pour les nazis. La Gestapo est issue du réseau de renseignement mondial de E.J. Farben. Exemple 3, le réarmement allemand n'a pu s'enclencher que grâce à des prêts des banques Rockefeller de Wall Street en échange d'obligations allemandes à hauteur de 100 millions de dollars. Exemple 4. Le prince Bernhard des Pays-Bas se trouva au sein du conseil d'administration d'une filiale de E.J. Farben, Farben Builder. C'est ce qui l'inspira dans la création de son groupe politique ultra secret, les Bilderbergs. Exemple 5. Pour passer inaperçu, Rockefeller s'appropria E.J. Farben en la démantelant, la même idée qu'avec le plan Marshall, qui permet à Rockefeller de piller le travailleur américain. En guise de conclusion générale donc, Eustace Mullins, malgré l'énormité du travail abattu, reconnaît humblement être passé à côté de certaines zones d'influence des Rockefeller, par exemple l'entreprise pharmaceutique Wellcome ou la boîte de pensée Brookings Institute. Reagan, en 1980, fut un paravent pour permettre de cacher les liens entre les Rockefeller et le communisme mondial. Allons, enfin, au-delà du livre et par la main droite au but, vous sentez cette odeur nauséabonde de la machination obligatoire qui approche. Eh bien, voici toute une réflexion qui, je ne sais pas si elle est vraie, je vous tends une idée. Maintenant, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ce qui se cache derrière tout ça. Ce qui sointe à la lecture de cet indispensable essai de Mullins, c'est bien sûr l'humanisme, dont nous avons déjà tant parlé. J'avais tendance, moi-même, à parler d'humanisme de manière générale, un peu abstraite, de lire au sujet de la gnose, et même de toute la pensée humaniste. Cependant, concrètement, l'essai m'orienta vers une évidence. Il existe 2 pensées humanistes, l'une étant instrumentalisée par l'autre. La première, c'est un humanisme imposé, pensé par les élites pour manipuler les peuples. La deuxième, c'est un humanisme des élites, justement. Brièvement, rappelons que l'humanisme, c'est la pensée selon laquelle l'homme est mis au centre de la société, aucune référence à Dieu, l'homme construit sa morale. Vraiment, c'est large ce que je dis, mais vous avez déjà une idée ici. On peut l'appeler aussi anthropocentrisme, mais là, il y a plus de références spirituelles. Concernant le premier humanisme, donc celui que l'on a balancé au peuple pour lui faire croire qu'il pouvait être au centre de la société, la manipulation donc du peuple s'opère dès le départ. N'oubliez pas qu'à la naissance de la période dite humaniste, là la période historique, se dévoile un terme nouveau qui craquellera l'ensemble de la société. C'est le terme individu. En latin, individu signifie ce qu'il reste d'une division. Donc dès le départ, on ressent l'arnaque. Dès le départ. Car un individu en soi, isolé, cela n'existe pas, évidemment. Et il n'existera jamais. Sans société organisée, nul droit, nul individu. Avant l'humanisme, la réflexion partait du haut pour aller vers le bas. Après l'humanisme, la réflexion part du bas pour rester en bas. C'est là que l'on comprend déjà l'arnaque de l'humanisme, qui ne peut s'impatroniser que dans des sociétés, dans des pays, dans des nations hautement avancées, puisqu'il faut descendre. Okay. En fait, on voudrait les détruire, ces nations, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Et la meilleure façon de les détruire, c'est de retourner en quelque sorte leurs habitants de façon innocente. Détruire la France, par exemple, oui, puisque c'est ce qui protégeait le français, c'était la pensée non individualiste. C'était le contraire total. La France, c'est le contraire même de l'humanisme. C'est les communaux, l'entraide, l'amour social, la religion catholique aussi.
D'accord? Je parle de la France, pas de la République, on est d'accord. En prônant l'individu, en rendant le français individualiste, compétitif et concurrentiel, il brisera ces liens angéliques et salvateurs qu'il pouvait avoir pour s'envoler, tutoyer le diable en quelque sorte. Maintenant donc, c'est à partir des libertés de l'individu que la société pense, s'organise, prend position et même légifère. Le concept fourre-tout de liberté s'avère être l'arme absolue des élites. Afin de manipuler le peuple, nous l'avons vu, que ce soit du côté de droite, liberté d'entreprendre, liberté d'investir à la bourse et d'y gagner, comme si on pouvait lutter contre des machines ultra puissantes qui investissent à la nanoseconde, et celle de gauche aussi, toutes les libertés sexuelles et raciales, vous connaissez tous cela. L'idée de liberté travestit la pensée de l'homme occidental, ne fait que suractiver son ego. Il ne devient en fait que le centre de lui-même, il n'est pas le centre de la société du tout. En réalité, le concept de liberté se déclinera à l'infini comme une réaction en chaîne, comme un message ARN. Plus l'homme occidental criera sa liberté fausse, la revendiquera, luttera pour elle, plus il hâtera la déliquescence de sa nation, ainsi que sa propre dégradation. Ceci explique l'anticatholicisme des élites humanistes, ainsi que leur volonté de dissuader les gueux que nous sommes de se rapprocher de leur religion ancestrale, on va dire. Et nous avons un autre humanisme. Ne vous inquiétez pas, on va lier les deux. Hein. Vous allez voir. J'essaye toujours de monter dans la réflexion petit à petit. Donc, et nous avons un autre humanisme, celui des élites, donc un humanisme sûr de lui et dominateur, enfant de la cabale. Cette pensée humaniste-là est au centre de la société à la place de Dieu, enfin dans leur esprit. Hein. Cette pensée humaniste-là est un gnosticisme, un savoir réservé aux élites, une intuition de Dieu en nous, disent-ils. Cette pensée humaniste-là dérive quelque peu de la pensée de peuple élu, bizarrement. Cette pensée humaniste-là permet d'obtenir le salut de son âme sans aucun effort. Une simple gnose, aucun effort à faire, on est divin, tout est permis. Concrètement, cet humanisme-là, c'est-à-dire cet humanisme des élites, a pris la place de Dieu quasiment partout. Allez voir notre vidéo 1. Grâce aux engrais, il domine les sols et à la place de la nature. Grâce au projet HARP, il domine la météo. Ils peuvent même créer le terrorisme météorologique aujourd'hui. Grâce à l'éducation, il domine notre esprit. Grâce aux machins, il domine notre espérance de vie et notre santé. Grâce aux écrans, il domine notre âme. Pour tenir le rôle de Dieu par intérim, les élites humanistes demandent rémunération. Par exemple, de la part des agriculteurs pour les engrais, ce que j'appelle les engrais Nescafé, ceux qui se rechargent à l'envie. Ou ils demandent aussi rémunération de la part des citoyens pour les machins Nescafé, ceux que vous allez prendre à l'envie, vous m'avez compris. Évoquons dorénavant le choc entre ces deux humanismes. J'ai décrit l'un et l'autre. Maintenant, à l'heure du Cohen 19, regardons comment ils vont s'entrechoquer et ça risque de faire mal. Évoquons dorénavant le choc entre ces deux humanismes car Eustace Mullins, avec la situation actuelle, nous avons l'impression d'être au paroxysme de l'idéologie ou alors à la dernière étape. Rappelons pour commencer que c'est à cause de leur vision humaniste de peuple, populaire on va dire, que les citoyens exigent des médicaments. Ils exigent des machins pour lutter contre les méchants virus naturels. En somme, c'est l'humanisme qui vient au secours, l'humanisme, le scientisme qui vient au secours de la méchante nature. Le mécanisme est très bien rodé depuis longtemps. Les élites créent le problème. Les élites activent la peur, les élites apportent la solution, le peuple demande aux élites la solution. C'est un peu le diable multiplié par 3. Tout chez nous, j'insiste, tout chez nous a été modifié. Notre santé, notre esprit, notre âme, notre longévité, notre nourriture, notre environnement. Ils ont pris la mesure de tout. Et si, avec le Cohen 19 et conséquences, nous étions à l'ultime étape, la toute dernière, refermer la dalle sur le cercueil, en prenant possession de la seule chose qui leur manqua, notre corps. Avec la messagerie ARN, l'homme prend le dessus sur la nature à l'intérieur même de son corps, puisque l'ADN sera transformé et elle mutera, puis changera l'homme physiquement, bien sûr, mais aussi psychologiquement. L'homme perdra son indépendance d'esprit, c'est déjà le cas. Tout sera touché, tout ce qui a été offert par Dieu, la morale, le sens de la justice, la conscience.
Les non-machinés croient que, enfin, devant la multiplication des dégâts, les machinés se réveilleront un jour, ils se révolteront et ils nous rejoindront. Non, 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 non. Regardez-les courir comme des drogués après une autre dose. Tout a été brouillé chez eux, leur bon sens même. Quant aux effets secondaires, ce mot-là, effets secondaires, comme si c'était des boutons sur les cuisses. La majeure partie est irréversible. Une myocardite ne se régénère pas, mais forme plutôt un tissu cicatriciel, c'est-à-dire ayant perdu ses capacités contractiles. Sauf à faire appel à la transplantation cardiaque, à ce moment-là, il faut appeler une certaine communauté. Kouchner pourrait être votre grand ami. Idem au sujet de la destruction de votre cerveau par la protéine Spike, de la même façon que lors de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Vous vous souvenez, celle de la vache folle. Idem avec les microthromboses. C'est irréversible. Donc vous le comprenez, les humanistes d'en haut, les humanistes élitistes, donnent le coup de grâce aux humanistes populaires en s'attaquant à leur plus précise intimité, leur ADN, en détruisant ce qu'il reste de lien, peut-être le dernier lien avec leur créateur. Si l'on change l'ADN des personnes, ils deviendront des hybrides. On l'a transformé comme on a transformé un médicament en prenant des plantes, on lui a ajouté un élément chimique et hop, ça devient un produit. Comme on a fait avec les engrais. On prend des choses naturelles, on ajoute une toute petite pâte humaine et hop, ça devient un produit que l'on peut vendre, acheter. Ça vous rappelle? Des hybrides, par définition, ne s'appartiennent pas, ni à Dieu, ni même à eux, puisqu'une modification d'une autorité extérieure s'est opérée. Le but, c'est donc de rendre l'humain à l'état de cerf, avec un S. En somme, de le mettre intégralement au service d'eux. Et finalement, après, l'abonnement éternel aux engrais, après l'abonnement éternel aux machins, serait-ce si fou d'imaginer l'abonnement éternel pour l'humain, payer une redevance à celui qui le possède pour pouvoir continuer à vivre? L'heure est très grave. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée, et que Dieu nous protège.